Et cette semaine, on passe 1 heure en compagnie du comédien Jean-Nicolas Verreault. Si vous avez un mot, une question pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Je vais vous lire tout au long de notre discussion. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Il y a une série qui vient de faire son apparition sur la plateforme Crave, dont tout le monde parle, vraiment. Moi, j'en entends énormément parler. Ça s'appelle Aller simple. C'est une télé-réalité d'enquête à laquelle tu participes comme, je veux dire, comme animateur guide, en fait. Tu joues un rôle. C'est une série fiction qui est... En fait, c'est inspiré d'une série fiction à laquelle tu as participé qui s'appelle comme ça, Aller simple. Exactement. C'est ça le principe. C'est quoi l'histoire? Ben, il y a eu 2 saisons d'Aller simple, la fiction. Puis ça, c'est un peu inspiré de la première saison. Puis je comprends l'idée des producteurs et on trouvait ça intéressant. Le producteur qui s'y est intéressé à la fiction, il y avait quelque chose là-dedans de la télé-réalité. Dans la fiction, la première saison, on se souvient, c'est des gens qui arrivent là en hélicoptère, à coup de 2-3, ils débarquent sur une île, ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont faire là. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles en arrière, puis il y a souvent des gens qui disparaissent et qui meurent régulièrement. Fait qu'à partir de ça, il s'est dit, il y aurait de quoi à faire au niveau de la télé-réalité. Et puis, ben, la télé-réalité, de la manière que ça fonctionne, c'est que tu as 10 concurrents qui débarquent là, pas sur une île, mais sur un site. Ils arrivent là, comme un peu dans la série. Une espèce de vieux chalet, là. Une espèce de vieux chalet. Je l'ai regardé en passant. Okay. Je te laisse expliquer. Okay. Et puis, chacun porte un secret. Puis quand ils débarquent là, ils sont au courant qu'il y a 15 secrets. Donc, il y en a 5 qui sont faux, 10 qui sont vrais, des vrais secrets. Le jeu est basé beaucoup là-dessus. Mais évidemment, un concurrent va être assassiné à chaque jour. Donc, puis il y a 50 000 à gagner au bout de ça. Fait que, donc, c'est un paquet d'affaires. Il y a des épreuves physiques, des épreuves intellectuelles. Et puis, ils ont à se débrouiller à travers ça. Mais la base de tout ce show-là, c'est que chacun porte un secret assez particulier. Donc, c'est basé là-dessus. C'est tellement bien fait, là, sincèrement. Puis moi, j'aime beaucoup le côté sociologique. C'est une télé-réalité qui nous fait réfléchir. C'est rare que ça arrive. Parce qu'il y en a, c'est du pur divertissement. Pas que je juge ça, c'est bien correct. Ça, c'est du divertissement, mais ça nous retourne dans la tête après. Tu sais, je veux juste donner un exemple. Là. Je ne veux pas voler de punch, là, mais c'est sûr que c'est un moment qui fait partie de la série. Mais vous avez fait passer aux participants des tests de QI avant le tournage. Puis là, à un certain moment, bon, pour arriver à déterminer qui sera l'assassin, il entre à tour de rôle dans une pièce et là, il y a tous les QI de tous les participants. Les photos de chaque concurrent. Ils ont associé les QI, oui, tout à fait. Ils ont passé des tests, eux, puis ils ne savent même pas leur propre QI. Mais c'est vrai que c'est confrontant. C'est des épreuves qui sont confrontantes. Les salaires aussi, les salaires annuels, les QI. C'est des épreuves qui sont très confrontantes. Tu sais, quand tu te mets ton propre QI, puis tu ne sais pas c'est quoi exactement, puis tu te rends compte que tu as eu le moins bon, puis de l'attribuer à un autre, puis oui, puis de juger quelqu'un et de dire, ben lui, le moins bon QI, j'ai l'impression que c'est lui. Tout ça est très, très, très... Puis là, tu vois qui ça dérange, qui ça dérange moins. Puis il y a quelque chose aussi de très interpellant parce que ce sont des secrets réels. Oui, c'est des vrais secrets. Vraies histoires. Oui. Puis il y a des secrets qui sont assez particuliers. J'ai été témoin d'une double tentative de meurtre. J'ai fait 4 ans de prison. Après ça, j'ai été danseur nu. Il y a des secrets qui sont pas évidents. Puis qui sont au courant aussi, les concurrents, qu'à un moment donné, tu le sais quand tu embarques dans un show comme ça, puis tu portes un secret qui est lourd, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir à en parler ou qu'il va être découvert ou ça va t'amener quelque part que tu n'as pas nécessairement le goût d'aller. Donc, c'est assez confrontant pour les concurrents. Puis, ils ont besoin d'embarquer dans le jeu vite parce qu'ils sont là pendant 10 jours. Donc, c'est pas... c'est rapide. Ben oui, c'est pas comme si il y avait le temps de jaser avec tout le monde puis qu'à un moment donné, c'est un show réalité qui dure 2 mois, 3 mois, tu sais. Puis, ils ont des plages précises où ils peuvent jaser entre eux. Puis, il y a d'autres moments où je les envoie dans leur champ, parce que c'est l'expérimentation de mon personnage. Un peu. C'est comme si c'était mon expérimentation sociale, puis mon homme de main est joué par Samian, qui, lui, est sur le terrain beaucoup. Fait que mon personnage, on va dire, c'est inspiré de mon personnage de Thomas Rouclair dans Les Simples, mais c'est un peu tiré par les cheveux dans la mesure où c'est un judicieux mélange entre ce personnage-là puis qu'il y a un être beaucoup plus machiavélique qui contrôle toute la situation. Puis là, ça m'amène à te dire aussi que ce qui est le fun d'être en personnage, puis on est très vrai, là, c'est pas théâtral. Hein, Mais je me demandais justement comment tu le jouais, mais vas-y, dis ce que ce que j'allais dire, c'est que le premier souci qu'on a eu en partant quand ils nous ont expliqué l'émission, en tout cas, moi, mon souci à moi, c'était, OK, mais ça va en personnage, mais moi, je veux pas briser la game des joueurs, je veux pas briser leur expérimentation. Tu sais, il s'agit qu'un concurrent se présente devant toi dans une situation un peu vulnérable, puis qui est sensible, puis tout ça, puis qui est très émotif. Puis que tout d'un coup, on brise ça parce qu'il a vraiment l'impression d'avoir un personnage en avant de lui. Fait que pour moi, il y avait quelque chose qui devait être très cinéma, très
très, très vrai, parler comme je te parle là en ce moment, pour pas briser les situations. Puis je pense que ça a fonctionné. Et puis le plaisir d'être en personnage, c'est qu'on peut être plus méchant, on peut être un peu plus chien. Oui, parce que j'ai pas l'impression que c'est le vrai Jean-Nicolas Véro qu'on voit là-dedans. Si c'était Jean-Nicolas Véro qui animait, je serais peut-être un peu plus gentil. Bien là, je suis certaine que tu serais plus gentil. C'est ça. Fait que là, ça me pas permet que t'es méchant, Non, mais ça me permet de leur mettre... oui, ça nous permet de leur mettre une couche de plus de stress, tu sais. Quelqu'un débarque devant nous autres puis il fait... je suis un peu déçu de ma journée. Je fais, ouais, pas de seul, pas mal déçu moi aussi. Puis, tu sais, on se permet de leur dire... Ça aussi, c'est super original. Ta game, ça a été de la crise de merde aujourd'hui, on va se le dire. Là. Ta stratégie, ça marche pas pour tout. Tu as une chance de te racheter. Mais... Fait que ça nous permet de leur mettre une couche de stress puis de difficultés de plus. Là, ça, c'est le fun pour nous autres. Puis ça, c'est une idée originale. Là. Vraiment, ça va être vendu partout dans le monde, tout à fait. Cette histoire-là. C'est sûr et certain. Je sais qu'il y a déjà un pays, je ne sais pas où exactement, mais scandinave qui s'est intéressé. Mais tu sais, on peut comprendre un pays scandinave. Au niveau des décors, ça peut ressembler à nous autres aussi. Là. Tu sais, le chalet dans le bois l'automne, quelque chose d'un peu lugubre. Est-ce qu'il y a un des secrets qui t'a plus touché que... Bien, c'est clair qu'être... déjà en partant, il faut dire que Samian et moi, on n'était pas au courant des secrets. Tu sais, les spectateurs le savent dès le début de l'émission. Nous, on ne le savait pas, fait qu'on s'est pris au jeu. Et j'avais hâte de savoir à qui appartenait le fameux secret de j'ai été témoin d'une double tentative de meurtre, parce que là, on sait qu'éventuellement, c'est quelque chose d'atroce, de très lourd. Puis on suppose que cette personne-là... Il est touchant, ce garçon-là. Oui. On suppose que cette personne-là n'a pas parlé souvent à beaucoup de gens. Puis là, il va en parler dans une émission, dans quelque chose de public. Là, fait que j'avais hâte de voir. C'était un secret qui était très, très, très intense. C'est le premier secret qui, pour moi, quand j'ai vu la liste des secrets, a fait « Oh my God, OK. » C'est intense. Ah oui, mais c'est excellent, sincèrement. Sur la plateforme Crave, vous pouvez aller voir ça dès maintenant. Ça s'appelle Aller simple. C'est drôle parce qu'au début de l'émission, je faisais mes manchettes, je disais aller-retour. Mais aller-retour. C'est parce qu'il y en a qui peuvent revenir. Tu as la chance de pouvoir revenir. Fait que tu as raison. À quelque part, tu as raison. Jean-Nicolas Véro, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir comédien? Toutes sortes de manifestations dans mon parcours de vie. Je dis ça parce que je n'étais pas un enfant qui rêvait d'être acteur, mais un enfant probablement qui était acteur depuis qu'il était petit. Fait que ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, avant que je me dise que ça se pouvait aussi. Donc, moi, enfant, mes sœurs m'appelaient l'extraterrestre parce que j'écoutais énormément de films. Je suis vraiment un maniaque de cinéma. Puis j'avais la chance d'avoir une mère je dis une mère parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, souvent, le papa allait travailler et la maman restait à la maison. Fait que ma mère me permettait de... C'est une époque aussi, on disait aux enfants d'aller dehors puis ils rentraient à l'heure du souper. Moi, elle me permettait d'aller dehors. Je faisais beaucoup de sport de toute façon. Mais s'il y avait un film que je voulais voir, j'avais le droit de revenir à la maison puis d'aller écouter le film, parce que c'était des heures précises aussi à cette époque-là. Ça se passait, nous autres, on avait à Québec le Télé-Soleil, Télé-Presse, puis tout ça. Oui, on les surveillait. Je viens aussi qu'à de cette époque-là. Bon, c'est ça, voilà. Fait qu'à 2 heures, il y a tel film, puis je voulais pas le manquer. Fait que je pouvais... Donc, j'étais un enfant du cinéma, puis je reproduisais la plupart des personnages et des scènes que je voyais dans les films. Fait que c'est pour ça que mes sœurs m'appelaient l'extraterrestre, parce qu'ils me voyaient faire des personnages tout seul. Je veux un exemple. Et me donner la réplique. J'écoutais beaucoup, les premiers films qui m'ont marqué, j'écoutais beaucoup de western américains, mais les premiers films qui m'ont marqué, ça a été les films de Sergio Leone. Bon, Le Bon, la Brute et le Truand. Tous ces films-là qui m'ont marqué. Puis, exemple, je rejouais certaines scènes de Clint Eastwood qui étaient en duel, exemple, avec 2 autres personnages, dans le fameux duel à 3. Et puis, je faisais chacun des personnages. Donc, et puis évidemment, c'était des scènes qui me permettaient de faire ça parce que on pense à Léoné, entre autres, il y avait des scènes qui étaient très, très lentes où les duels duraient très longtemps. Les montages, puis la façon de filmer de cette époque-là, puis de Léoné, c'était très particulier. Qu'est-ce qui t'intéressait de ça? Je pense que ça me permettait d'aller toucher à des émotions que j'exprimais peu. Je pense que ça me permettait d'aller dans des zones. J'étais un enfant timide, j'étais un enfant renfermé, puis là, sans rentrer dans ma psychothérapie aussi, j'étais un enfant très sensible puis assez intelligent, qui comprenait beaucoup de choses autour de lui, mais mes parents, sentant ma sensibilité, refusaient de me... En fait, voulaient pas me faire mal, donc on me cachait beaucoup de choses. Mais pour un enfant, quand tu te fais cacher des choses, quand tu te fais pas dire certaines choses, mais que tu les sais quand même, c'est comme si on te disait que tu n'es pas capable de les prendre.
parce que je savais ce qui se passait. Mais on ne voulait pas entrer dans le sujet parce qu'on ne voulait pas trop me bouleverser. C'était dans la relation familiale, j'imagine. Dans la relation familiale. Tu sais, il y a des manières gauches d'aimer des fois, c'en était une. C'était beaucoup d'amour dans mes parents, mais c'était une espèce de surprotection. Mais le problème, c'est que je me rendais compte de beaucoup de choses parce que c'était un enfant très tranquille, très silencieux, mais très observateur. Donc, je donne un exemple. Ma mère avait le cancer, mais elle ne m'a jamais dit verbalement, j'ai le cancer. Donc, je comprends. Mais je le savais. Je savais exactement tout ce qui se passait dans la maison. Donc, je savais tôt. Je savais vite, rapidement les choses. Donc, ça a fait de moi un enfant qui était très spectateur de ce qui se passait, puis qui exprimait peu ses émotions, puis qui gardait ça en dedans. Puis je pense que le fait d'incarner des personnages jeunes, puis de me permettre ça dans mon univers seul, ça m'a permis d'exulter un paquet de choses. Fait que c'est peut-être à travers ça que je passais des émotions, puis je passais des refoulements, de la colère, de la tristesse, de la peur, à travers tout ça. Je pense que ça m'a beaucoup servi, effectivement. Puis, est-ce que aujourd'hui, maintenant que c'est ta vie, c'est ton métier, tu l'utilises encore pour passer certaines émotions? Oui, ceci dit, pour ma vie privée à moi, j'ai beaucoup consulté, puis ça m'a beaucoup aidé, ça a fait beaucoup de bien. Puis ça m'a aidé aussi comme acteur. Tu sais, des fois, on a l'impression, je me souviens j'avais des discussions avec des amis du milieu, puis on était souvent plusieurs à penser que si on avait un paquet de problèmes, puis de bébites, puis qu'on devait les conserver, puis c'était peut-être mieux de ne pas aller consulter, puis de se les garder pour notre travail. Tu sais, il y a comme un adage, là, qui est comme je vais pas bien, mais je m'en sers dans ma job, c'est extraordinaire. Moi, je pense le contraire maintenant. Je pense que le fait que je me connais mieux, plus en profondeur, ça efface pas du tout les chemins puis les blessures que j'ai eues, puis je peux encore m'en servir, mais je suis beaucoup plus efficace parce que j'ai une capacité d'abandon plus grande que j'avais à l'époque où j'avais un paquet de choses de pas régler. Fait que je pense que ça m'a aidé énormément à un paquet de niveaux, dont mon travail. D'ailleurs, ça me fait penser à la série que... c'est un documentaire là, que tu as sorti récemment. C'était l'automne dernier, les gars, faut qu'on se parle. Ça tient vraiment à cœur, ça, cette idée de dire, hey, les gars, là, allez-y, ayez pas peur. Là. Bien, c'est parti beaucoup de mes filles. Je me disais, quel genre d'hommes, peu importe qu'elles soient en couple avec des femmes ou des hommes, quel genre d'hommes vont graviter dans la vie de mes filles plus tard? Puis c'est parti de statistiques alarmantes. Les féminicides, le taux de consultation chez les hommes est beaucoup plus bas que chez les femmes. Fait que c'est très alarmant, je trouve. Puis un paquet d'hommes autour de moi desquels j'avais l'impression que ces hommes-là avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer, à identifier le fait qu'elle n'allait pas bien, puis étaient encore dans une espèce de mode je suis un gars, j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que je dois performer, je dois être efficace, je dois trouver des réponses. Encore l'idée aussi de je dois être pourvoyeur. Fait que en côtoyant ces gars-là, puis en ayant conscience de ces statistiques-là, puis j'ai eu envie d'aller voir où est-ce qu'on en était. Puis c'est un peu un constat des lieux, ce documentaire-là. Tu sais, c'est un court documentaire. On pourrait partir dans plein de directions après. Oui. Mais de voir où est-ce qu'on en était, où les générations plus jeunes en sont aussi. C'est quoi ton constat après avoir eu ces discussions-là? Il est autant positif que négatif. Dans la mesure, il est négatif parce que je vois que la société ne fait pas grand-chose encore. L'État ne fait pas grand-chose. Le gouvernement ne fait pas grand-chose. C'est encore réservé à des gens qui ont de l'argent. C'est encore réservé à des gens, à des hommes qui sont rendus au bout puis qui frappent un mur. Là, tu parles des services, des ressources. Des services et des ressources. Ça, pour moi, c'est un constat négatif. Je trouve ça alarmant puis je trouve ça triste. Les gars qui ont accès à... C'est parce qu'il faut prévenir plutôt que de guérir. Ben voilà. Puis ceux qui ont accès à des... Exactement. Puis ceux qui ont accès à des services en ce moment, gratuitement, c'est parce qu'ils ont frappé le mur, solidement. T'sais. Ils sont en prison, ils ont commis des gestes. Bon, ça. Puis parallèlement à ça, j'ai encore aussi constaté qu'il y a des hommes de ma génération, puis même un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, qui sont encore pris dans ce moule-là, qui ont encore hérité des stigmates du passé, là, des traumatismes transgénérationnels, des fois qui ne sont pas nommés ou qui ne sont pas su. Verbalement, on ne le sait pas, mais on porte ça en nous parce que nos grands-pères, nos pères ont fait pareil, puis ben, l'homme, il n'a pas le temps de pleurer, il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. C'est un signe de faiblesse de dire que je ne vais pas bien. Ça, c'est effrayant aussi, d'avoir l'impression que de s'apitoyer sur son sort.
On vit dans une société où on dirait qu'il ne faut pas perdre de temps. Tout le monde court. On court après quoi? Mais moi, ça m'inquiète, t'écouter raconter ça, parce que tu parles de toi, ton époque, ce qui a été transmis de père, grand-père. On pensait que c'était comme ça qu'il fallait être, mais la montée du masculinisme qui touche de plus en plus les jeunes, les adolescents, c'est pas répandu, c'est pas généralisé, mais si on en parle de plus en plus, puis autant, c'est que vraiment... Puis c'est exactement... Puis la facilité d'avoir accès à ça. Tu sais, à une certaine époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis qu'on n'avait pas le téléphone, puis que le téléphone portable, si tu voulais, moi j'appelle ça un culte, là, si tu voulais entrer dans un culte quelconque, tu sais, ben, il fallait faire des efforts. Ben oui, il fallait bien que tu te déplaces physiquement, puis tu aies croisé quelqu'un qui t'en ait parlé, puis que tu te rendes à écouter un pseudo-gourou te dire telle affaire, puis à cette heure, c'est que tu peux être en train de scroller 100 000 images dans ta journée, puis tu tombes sur un masculiniste qui parle, puis tu t'en vas voir. Fait qu'il y a une espèce de porte d'accès à un paquet de jeunes qui vont pas bien, puis qui ont facilement le téléphone entre les mains, puis qui pensent avoir des réponses à leurs mots en faisant partie d'une gang quelconque qui leur donne des réponses faciles aussi, qui leur disent « Hey, si tu veux bien aller, reviens aux valeurs d'antan. » Puis les femmes à leur place, les hommes à leur place. Puis tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas écrit dans leur front. Je suis masculiniste et tout. On peut avoir le jugement facile. Les jeunes, voyons donc, c'est gros comme ça se peut pas. Là. Vous êtes un peu niaiseux d'embarquer. Non. Puis il y a un phénomène insidieux quand on les reçoit, c'est ce genre de personnes-là, ce genre d'hommes-là, ce genre de gourous-là. Quand on les reçoit sur des plateformes publiques, dans des entrevues, dans des talk-shows, peu importe, ils s'adoucissent toujours pour se montrer sous un jour beaucoup plus... ils se posent en victime. Une nuance davantage. Une nuance davantage. Ils se posent en victime, mais quand ils retournent sur leur plateforme, ils redeviennent aussi élevés qu'ils étaient. C'est ce discours-là auquel les jeunes ont accès. C'est pas parce qu'un tel est passé, tout le monde en parle. Les jeunes ont accès à leur téléphone, puis là, il me parle, ce gars-là, puis il me donne des réponses qui fait que je me cherche. D'un coup, je me trouve à travers cet homme-là, tu sais. Fait que c'est très dangereux et insidieux, je trouve. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler. Ouais. D'ailleurs, je rappelle, là, on peut le visionner encore, ton documentaire. Les gars, faut qu'on se parle. C'est sur quelle plateforme? C'est sur quelle plateforme? On va regarder pendant la pause. Oui. Je vais le dire après la pause, mais c'est un travail important. Je l'avais visionné. On en avait même parlé ici même au Boys Club sur les plateformes quand c'était sorti. C'est clair que c'est sur les plateformes de Bell, quelque part. On m'a dit c'est Prime. C'est Prime? Oui, c'est Prime. Sur la plateforme Prime. Je suis rendu pas bon des fois quand je fais un projet. C'est ça la vieillesse. Je segmente mon cerveau, puis à un moment donné, je focus sur d'autres affaires, puis les affaires... Mais c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on est rendu partout. Parce que là, aller simple, c'est Crave, mais là, on me dit aussi que c'est sur Crave également. Les gars, il faut qu'on se parle. La voix que vous entendez, c'est celle de Jean-Nicolas Véro, comédien. Si vous avez un mot ou une question pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. On passe l'heure avec lui. On passe l'heure en compagnie de Jean-Nicolas Véro, comédien. Si vous avez un mot, une question pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Jean-Nicolas, il y a une question récurrente qui est en lien avec la série dont on vient de parler, la télé-réalité, plutôt Aller simple, qui est disponible sur Crave. D'ailleurs, pour les gars, il faut qu'on se parle. C'est Crave est nouveau, si vous voulez voir le documentaire. Mais bon, la question qui revient, qui est en lien avec ton rôle, ton personnage dans la télé-réalité, tu penses que c'est quoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont demandé. Est-ce que c'était vraiment en chaise roulante? Est-ce que tu marches, tu as perdu l'usage de tes jambes? Pourquoi? Pourquoi est-il en fauteuil? C'est drôle, je me suis posé la question. Parce que moi, je n'avais pas vu la série La Fiction. Ceux qui ont vu La Fiction vont comprendre. Thomas Rouclair est en chaise roulante. C'est un ex-policier. La première saison, d'ailleurs, on ne sait pas trop s'il n'est pas croche ou non. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas policier et il ne travaille plus. On sait qu'il a perdu l'usage de ses jambes, mais... Il a l'air confiné quelque part. Il peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est un peu louche dans la première saison, mais je suis en fauteuil roulant. Donc, il est arrivé quelque chose. Bien, ceux qui n'ont pas vu la fiction, je ne veux pas dévoiler le punch, mais il est arrivé quelque chose qui fait qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Donc, on a repris ce personnage-là pour la télé-réalité, fait qu'on a conservé le fait que j'étais en chaise roulante, vu que c'est Thomas Rouclair. Mais là, tu es toujours sur tes deux pattes. Je suis sur mes deux pattes. Le médecin, docteur, c'est Lemaire dans Stats. Docteur Lemaire. Va toujours Gabriel bien. C'est rétabli, tout est très correct. Très efficace, docteur Lemaire. Oui, c'est un bolé, il est bon. Il est revenu à sa place. Là. Il a gardé des séquelles, par exemple, de ses accidents. C'est le fun. Il est beaucoup plus humain. Mais il est très sympathique. Il était coquille au début. Il est toujours aussi efficace comme médecin, mais il y a moins de filtres. Fait que des fois, il est très direct. La série Start, justement, passe d'une quotidienne à une hebdo, 1 heure par semaine. Comment tu as pris cette nouvelle-là? Bien, on l'a bien pris parce qu'on a compris que notre auteur qui voulait continuer, qu'on adore, était comme arrivé au bout de l'essoufflement de la quotidienne, qui est hyper demandant.
puis qu'elle avait le goût d'approfondir aussi des intrigues. Puis dans l'heure, des fois, ça va lui permettre d'aller plus loin sur certaines choses. Fait que elle, ça lui donne un second souffle. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne voulait pas changer d'auteur parce qu'on tripe de jouer les textes de Marie-André. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté de déception parce que le format quotidien, moi, je me suis pris au jeu de des fois avoir vraiment l'impression d'aller jouer au docteur. Ah oui, Il y a des semaines qui sont beaucoup plus techniques. Je reçois 3-4 vidéos du docteur Vadeboncoeur pour des interventions. Fait que j'ai l'impression d'aller soigner du monde. Fait que c'est comme si, à un moment donné, tu me disais tu vas peut-être plusieurs semaines, des fois, sans aller travailler à l'hôpital. Fait que je vais m'ennuyer de ma gang. Il y avait quelque chose de bien le fun de revoir sa gang régulièrement. Puis la quotidienne, même si une semaine, tu n'étais pas là, des fois, c'est juste une semaine. Après ça, tu étais de retour. Là, dans le format où on va tourner, ça va être différent. S'il y a beaucoup de scènes qui se font en location extérieure où tu n'es pas là, vous allez moins vous voir. Peut-être que tu vas être plusieurs semaines sans être là. Donc, ça va être différent. Il va y avoir moins de journées de tournage aussi. C'est comme un petit deuil. Oui. Mais on s'était habitué à aller faire de la quotidienne, puis moi, j'aimais beaucoup ça. La gang est tripante. Ça pourrait être difficile. Quand tu parles longtemps avec du monde, des fois, ça peut être difficile. Puis nous autres, il n'y a aucun problème au niveau de la rapidité du tournage. Tout le monde travaille bien là-dedans. Tout le monde est détendu. On a du gros fun. Puis c'est une gang qui se tient. Moi, ma grande chum depuis longtemps, c'est Suzanne Clément. Fait que les gens partant, ça part bien. Puis tout le reste de la gang est le fun. Puis on arrive à bien travailler à travers tout ça, à chercher la vérité, à avoir du fun. On a même des bloopers, des fous rires. On trouve le moyen d'avoir du gros fun. Fait qu'on s'ennuie. Moi, des fois, quand j'arrivais, puis j'ai une semaine, je n'étais pas dans les textes, c'est pas tant, mon Dieu, je travaille pas cette semaine, c'est plus, je vais m'ennuyer de mon monde. Fait que c'est vraiment le fun. Ah, c'est beau de voir en parler. Tu as les yeux brillants. Ah non, vraiment, c'est vraiment particulier comme gang. Puis là, j'ai accroché sur quelque chose. Tu dis que tu recevais des fois 3-4 vidéos du docteur Vadeboncoeur. C'est quoi cette partie-là de ton travail avec lui? C'est qu'il te montre comment manipuler les objets? Des fois, il y a des termes qui vont avec peu importe une condition d'un patient. Mais exemple, je vais avoir à faire une intubation. Une intubation d'urgence. Mais là, il y a comment ça se fait, les manipulations. Puis là, sur le plateau, on a quelqu'un d'autre qui est là aussi. On en a 2 qui travaillent avec nous. Eux qui sont là pour les détails rapides de comment on peut faire ça, comment on peut sauver du temps si on fait à l'affaire. Si je fais l'intubation puis je tiens la cuillère d'une certaine façon qui permet d'ouvrir la bouche, bien, comment les médecins la tiennent, de telle façon. Les premières semaines de la première saison, on est habitué évidemment, mais pourquoi il y a 2 côtés un stéthoscope? Un pour les fréquences plus basses, un pour les fréquences plus hautes. Quand dans telle intervention, comment on la tient, Fait que tout dépendant, si on a une intervention d'urgence à faire, une opération quelconque, bien, il faut au moins qu'on la voie puis qu'on sache de quoi on parle. Ces connaissances-là que tu acquiers, là, est-ce que ça a un effet dans ta vie? As-tu l'impression de voir le système de santé et de travail des médecins différemment depuis que tu fais ça? Puis moi, j'ai eu un stage avec un intensiviste. C'est le fun parce que les intensivistes, c'est des bolés. Ils ont étudié très longtemps. Ils connaissent pas mal toutes les spécialités aussi. Puis c'est comme le dernier palier avant la mort. Puis ils tiennent des gens en vie avec des machines qui valent très cher, le temps qu'ils trouvent exactement ce que la personne a. Fait que oui, j'ai découvert des êtres. Moi, mon stage avec Jean-François Lisée au CHUM à Montréal, j'ai découvert des athlètes, des sportifs, des gens qui sont capables de penser rapidement, qui sont tout le temps dans un mode enquête. Moi, je le suivais pendant une journée. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que la plupart des meetings qu'ils ont, c'est des meetings de couloir. Mais c'est des meetings super importants. Ils sont en train de marcher, ils passent d'une chambre à l'autre, un dossier, pouf, tout d'un coup, il y a un meeting qui peut durer 1 heure et demie dans un couloir. Puis là, tu as le cardiologue qui est là, tu as le chef intensiviste, tu as l'intensiviste grade 4 qui, lui, est là avec sa stagiaire, tu as une autre personne qui est là. Puis là, c'est un meeting super important où ils se parlent de façon technique. Je me souviens d'un meeting, entre autres, où il était déjà rendu midi, puis moi, j'avais faim. J'étais avec le docteur Lisée depuis la matinée. Puis là, il y a un gros meeting qui embarque, puis là, moi, je commence à plus avoir de cerveau parce que... Un petit brouillard mental. Un petit brouillard mental. Le meeting se termine, il est rendu 1 heure, puis il dit « Bon, je t'amène dîner. » J'ai dit « Toi, t'avais-tu déjeuné le matin? » Il fait « Non. » J'ai dit « Là, t'étais capable d'être target de même, d'être capable d'être précis dans tes réflexions, puis dans ton... » Il fait « Ouais, écoute, c'est des êtres particuliers. Il y a de quoi de très sportif. C'est des athlètes. Ils sont un peu rock'n'roll aussi. Il y a de quoi de bien le fun. » fait que c'est particulier. Fait que j'ai un immense respect. C'est sûr que moi, ma plus jeune, on était beaucoup à Sainte-Justine. Fait que j'ai beaucoup côtoyé de chirurgiens.
J'ai la génétique. Il y a déjà une connexion. Oui, j'ai déjà vu, tu sais, en entrant dans le système, j'ai déjà vu ces êtres-là exceptionnels qui font des jobs surhumains. Fait que j'ai un immense respect pour ces gens-là. Puis ça se concrétise dans l'émission parce qu'on tourne des situations qui sont reliées un peu à leur réalité. Puis donc ouais. Donc, tu fais un peu partie de la gang, là. Oui, je suis même allé remettre un prix au Collège des médecins. J'ai En l'impression de plus? faire partie de la gang. Mais oui, je suis entouré de médecins. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Jean-Nicolas Véro, comédien, tu restes avec nous. On passe l'heure ensemble. Une belle discussion qui va très rapidement, mais très, très agréable. Si vous avez un mot, une question pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Après la pause, j'ai une surprise pour toi. Oh, d'accord. Ouais. Et cette semaine, c'est en compagnie du comédien Jean-Nicolas Véro. Je lis un commentaire d'un auditeur dans la messagerie. Jean-Nicolas, un bel humain et un comédien plein de talent. J'en lis un autre, c'est Alexandra qui nous écrit « Je vous ai adoré dans la série À cœur battant. C'était vraiment une interprétation remarquable d'un personnage complexe. Je suis d'accord avec Alexandra. Je l'ai regardé aussi, cette série-là. C'est marquant. C'était pas un personnage facile que tu avais, un homme violent. C'était carrément ça. Toujours dans les thèmes, hein? De violence, il faut qu'on se parle, l'anxiété. Oui. Mais non, c'était intense. Oui, tout à fait. C'était un homme qui souffrait. C'était difficile pour lui d'avoir une relation saine avec tout ce qu'ils ont vécu. On avait une famille rough, tu sais. Roy, Micheline Nancto, notre sœur, moi. Puis ça a été 5 ans parce qu'avant, À cœur battant, c'était toute la vie. Puis c'est la même famille qui s'est transposée dans À cœur battant. Fait qu'on a traîné ça pendant 5 ans. Moi, je me souviens, le nombre de scènes qui n'avaient pas de sens avec Micheline puis avec Roy, à un moment donné, là. Moi, j'étais rendu assez fatigué d'aller jouer ça, des condensés de difficultés, de violence, de souffrance, de douleur. Tu sais, parce que tu te plonges, quand tu fais un personnage, tu te plonges dans quelque chose. Ben oui. À un moment donné, on joue, c'est ça, jouer, là, c'est avoir l'impression de vivre ça pour vrai. La complexité de l'humain, c'est pas juste je m'en vais jouer un méchant. Là. Je m'en vais jouer un être qui ne va pas bien. Mais pourquoi il va pas bien? C'est multicouche. Là. Fait que quand tu vas jouer ça, c'est pas évident. Tu sais que avec ma blonde là-dedans, là, avec Catherine, quand je jouais je l'humiliais à un moment donné. C'est des scènes qui sont difficiles à faire. C'est extrêmement difficile. Une chance entre les scènes, on a du fun, on rit, puis on est tendre et doux un envers l'autre. Là, tu sais. Mais quand tu joues ça, là, tu fais ouf. C'était difficile de trouver quelque chose de positif en lien avec ton personnage, sincèrement. Complètement. Là, il y a eu un petit regain, maintenant, on se disait, coudonc, il va prendre le bon chemin, mais non, ça n'a pas duré longtemps. Mais je comprends que c'est difficile aussi d'avoir des rôles comme ça. Oui, ben, c'est très prenant, c'est très drainant. Tu sais, je suis dans une période de vie où j'arrive à être beaucoup moins vidé. Parce que probablement, tu sais, c'est hors d'onde ou en onde qu'on a parlé de thérapie tantôt, je ne sais pas, mais parce qu'à cause de mes thérapies puis où je suis rendu, je suis beaucoup plus calme dans la vie, je suis beaucoup plus dans le moment présent, donc je suis beaucoup moins épuisé. Mais il y a eu des périodes de ma carrière où j'allais jouer des personnages difficiles, puis je puisais dans tout ce que je vis de pas bien, mais moi, je n'avais pas réglé ça, fait que je finissais mes journées, puis c'était très, très, très drainant. Ça l'est moins maintenant. Ça l'est beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas plus en profondeur. Au contraire, mais c'est beaucoup moins drainant. Oui. Ouais. Dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage parce que l'idée, c'est d'apprendre à vous connaître autrement. D'accord. Alors, voici la surprise. J'ai demandé à cette personne, c'est quoi ta plus grande qualité? Jean-Nicolas a pas une once de méchanceté en lui. C'est vraiment une personne fondamentalement gentille. Tu sais, même après 24 ans, moi, ça m'impressionne de voir à quel point il n'y a pas une once de méchanceté, puis c'est vraiment quelqu'un d'hyper compréhensif, puis fait que c'est ça, c'est très beau de voir ça. Moi, j'aime la gentillesse, ça me touche beaucoup, la gentillesse. Fait que Jean-Nicolas, quotidiennement, c'est quelqu'un qui me touche. Comment se traduit justement sa gentillesse dans votre quotidien? C'est juste d'être encore là après c'est déjà extrêmement... C'est une belle démonstration d'amour, autant vis-à-vis moi, vis-à-vis les filles, vis-à-vis tout. Jean-Nicolas est hyper patient. On peut lui dire ou lui demander n'importe quoi, puis il va toujours être dans l'accueil. Fait que c'est comme ça qu'il va démontrer sa gentillesse. Je pense que c'est vraiment par son accueil. C'est beau d'entendre ça, de ma blonde. Oui, c'est Janie Karina Gagné qui a généreusement accepté de discuter avec moi à propos de toi. 24 ans avec elle. Oui, avec des hauts et des bas. Avec des hauts, avec des bas. D'ailleurs, vous avez fait entrer des caméras dans votre intimité, vous, hein, avec une série qui s'appelle La cour est pleine. Le but, c'est de construire une petite maison sur le terrain là, pour avoir un lieu de repos. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là?
Je n'étais pas convaincu au début parce que je savais que ça allait être assez intrusif. Puis on a des enfants à besoins particuliers parce que oui, il y avait la petite maison, mais c'était beaucoup pour partager aux gens cette réalité-là, puis leur faire comprendre que, parce qu'on croisait un paquet de parents qui ont des enfants, puis c'est compliqué, puis c'est de plus en plus compliqué, on dirait. Il y a des cas, il y a des... Bon, on n'entrera pas dans ces détails-là, mais je croise beaucoup de parents qui ont des difficultés, puis je pense que ce docu-là a permis aux gens de comprendre que peu importe, moi, la job que je fais ou quel genre de famille qu'on est tous en train de chercher des solutions puis des réponses. Fait que c'était un peu ça qu'on partageait. Mais je savais que ça allait être intrusif, tu sais. Je savais pas comment les filles allaient réagir. Puis du moment où j'ai fait, après y avoir pensé, j'ai fait OK, ça, on va embarquer. Mais pour moi, c'était important qu'à partir de la première journée, s'ils filment nos filles, il fallait que mes filles soient vraies. Ça pouvait pas tenir si c'était stagé, tu sais. J'avais peur de ça aussi. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça s'est bien passé, puis qu'à un moment donné, les caméras sont devenues plus discrètes, puis je voyais mes filles qui réagissaient comme mes filles réagissent, puis qu'à un moment donné, se foutaient complètement de la caméra. Ouais. Puis ça, pour moi, ça tient. Il ne faut pas faire un docu, faire semblant, puis on fait juste ça parce qu'on se construit une maison, puis que c'était... Donc, c'est vraiment authentique, là, ce à quoi Ben on a oui. accès avec Oui, cette... oui. Pour moi, ça pouvait pas tenir. Si j'avais vu qu'en partant des premières journées de tournage, on avait voulu stager des affaires, j'aurais fait non, on le fait pas. On arrête tout ça. Parce qu'il fallait que ça fasse œuvre utile à quelque part, parce que c'est trop intrusif. C'est trop... tu peux pas faire ça en disant... sinon, je me serais fait un show de rénovation, puis on aurait eu des commanditaires, parce que on a payé beaucoup de choses. Là, c'est ça que les gens comprennent aussi, là. C'est pas parce qu'on fait un show comme ça qu'on s'est fait donner une maison. Là, la deuxième saison, quand on rénove une partie de la maison pour autre chose aussi, ça a coûté très cher. Là. Les contracteurs ne sont pas gratuits. Il n'y a pas rien de ça. Oui, il y a des commanditaires, ça facilite les affaires. Mais à la base, notre show, la preuve, c'est que la troisième saison, c'était la cour d'école est pleine au lieu de la cour est pleine. Et puis c'est plus... Moi, je suis un peu débarqué de tout ça, puis c'est plus Jenny qui continuait, puis qui est allée en Finlande, puis qui voulait savoir comment ça se... Tu sais, parce que après avoir vu une famille qui travaille fort pour que ça fonctionne avec leurs enfants au niveau du système scolaire, au niveau de la vie familiale, au niveau de leur santé mentale, il fallait que la troisième saison, ça soit je sors de ça et je vais à la rencontre des institutions, je vais à la rencontre des écoles pour voir comment ça se passe et entre autres aller en Finlande pour voir comment ça se passe ailleurs puis que ça a l'air de mieux fonctionner. Pourquoi, tu sais? Fait que c'était ça un peu le but du docu. Oui, c'est passé par des choses. Oui, on avait besoin de respirer. On avait besoin de Mais c'est ça, hein, l'idée de la petite maison dans la cour, c'était pour vous donner un petit moment de repos. Oui, parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la santé mentale, puis au niveau de ce que ça demande comme famille, nos 3 enfants, ce que ça demande pour plein de familles à travers le Québec, c'est que à un moment donné, tu as besoin de te donner du temps. Puis comment tu te donnes du temps? Comment tu peux respirer sans être trop loin dans le cas où, là ma fille de 20 ans, évidemment, elle est rendue à 20 ans, à cette époque-là, elle n'avait pas cet âge-là, qui est autiste de haut fonctionnement. Donc, on ne pouvait jamais aller loin, tu sais. Fait qu'on pouvait dire à l'autre, ben va te reposer pendant une journée ou deux, mais c'est ça. Mais partir ensemble, on ne pouvait pas. Puis si on partait, ben fallait être à disposition s'il arrivait quelque chose. Fait que là, ça permettait ça dans la cour de dire, écoute, puis c'était une soupape aussi d'oxygène pour nos enfants aussi. Moi, j'ai vu Simone qui faisait des crises d'anxiété puis faire, OK, je m'en vais dans la petite maison. On va passer l'après-midi là, tranquille. Fait que c'était beaucoup ça. On avait besoin d'un poumon. On avait besoin d'un peu d'oxygène. Puis cette idée-là est venue, puis ça a fait, ben oui, si on avait ça dans notre cour un peu plus loin, très bien isolé, à part du reste, pour pouvoir aller se reposer sans être trop loin de ce qui peut arriver. Oui, puis pour, continuer à entrevoir la vie, à être bien, puis pouvoir oui, puis ça réagir, fait partie de la vie. Tu parlais de 24 ans tantôt. Oui, si vous êtes ensemble avec Janie. Si Janie et moi, on ne se donnait pas la possibilité de faire, ben oui, pars 3 jours. Loue-toi un Airbnb, va chez une amie, rapproche-toi de ta job, tu vas sauver parce que Jenny se lève à 3h30 du matin, elle est productrice à la radio. Là. Fait que gagne 1 heure de sommeil, rapproche-toi de la job. On n'en peut plus de gérer les enfants. Moi, ça va super bien en ce moment. Pouf, pars 3 jours. Puis nous, dans notre couple, il n'y a jamais eu de... Puis tant mieux, il n'y a jamais eu de... Ben là, tu peux pas partir 2 jours, ça n'a pas de bon sens. Puis Jenny et moi, il n'y a pas non plus de... On est très bien dans notre peau en ce moment. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de « Mon Dieu, tu passes du temps avec quelqu'un d'autre, tu vas être ailleurs avec des amis. »
Non, c'est comme prends soin de toi, puis tu reviendras. Est-ce que c'est, à ton avis, le secret de la longévité de votre couple, que Je vous pense que accordiez oui. ce temps-là? Oui, puis la restructuration. Malgré tous les défis puis que la vous avez? restructuration. On OK. s'est permis une restructuration aussi. On s'est permis de réécrire notre livre. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une entente tacite dans un couple, là, puis tu t'installes là-dedans. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à un moment donné, tu fais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Il y a un paquet d'affaires qui ne fonctionnent plus. J'étouffe, j'étouffe, on étouffe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait on s'est permis ce temps-là. On s'est permis après ça de vivre ce temps-là, puis on s'est permis après ça de faire, bon, suite à ça, on continue, OK, on continue, on réécrit notre livre. On ne peut plus fonctionner comme avant. Ça ne fonctionne plus, on passe à d'autres choses. Fait qu'on réécrit notre histoire, on repart sur des nouvelles bases, puis on fait, écoute, il ne faut plus qu'il y ait de peur non plus. À un moment donné, on vit dans la peur. Hein. Tout le monde vit dans la peur. La peur de quoi? La peur de... Là, on est bien ensemble. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. On a réécrit notre livre, ça fonctionne bien. Mais moi, il n'y a plus de peur reliée à ça. Si Jenny me disait dans 2 mois, « Hey, il y a quelque chose qui ne marche plus », puis je pense qu'on serait mieux de continuer à bien s'occuper de nos enfants, mais plus en couple. Peut-être que je serais triste, mais j'ai plus de peur face à ça. Choisissez d'être bien. Oui. Jean-Nicolas Véro, on s'arrête pour une pause. Au retour, Janie, je lui ai demandé une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. OK. Tu as 3 minutes pour y penser à qu'est-ce qu'elle va répondre Ouais. à cette question-là. Cette semaine, la longue entrevue, c'est avec Jean-Nicolas Véro, comédien. Par ailleurs, si vous avez manqué une partie de l'entrevue, que vous voulez l'écouter, il y a le balado qui est disponible sur le site de Cogeco Média, l'application Cogeco Média aussi, ou sinon vos plateformes de balado préférées. Toutes les entrevues, toutes les longues entrevues sont disponibles là. Jean-Nicolas, je vais juste lire quelques réactions d'auditeurs. Il y en a une réaction en fait. Mon fils se nomme Jean-Nicolas à cause de Jack Carter. Ah oui? C'est donc bien trippant, ça. Il y a quelqu'un, C'est extraordinaire. son nom, c'est à cause de toi. À cause du personnage de Jack Carter. C'est merveilleux. Moi, Ouais. je trouve ça gros quand même. Quand même. Ben oui, c'est le fun quand t'entends ça. Ben oui. Ben oui. Oui, tout à fait. J'en lis un autre, c'est François qui écrit « J'ai eu le privilège de voir travailler Jean-Nicolas lors du tournage du Survenant à l'île du Pas chez moi. Ça m'a permis de voir toute la grandeur et la gentillesse de cet homme et aussi de comprendre tout le travail que ça demande. Bravo, Jean-Nicolas. » Merci. C'est le fun, les commentaires. Oui. Ouais. J'ai demandé à ta blonde, on va terminer là-dessus, OK. Janie Karina Gagné, Mm-hmm. de nous dire une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. J'ai Juste bien te dire, hâte. elle m'a sorti une belle liste OK. d'épiceries. J'ai dû en choisir un. Ça marche? Mais on pourra peut-être parler des autres après. À tout Parfait. de suite. Il déteste les fourmis, mais c'est une haine tellement profonde. Il peut vous en parler pendant 4 heures. Il a passé des années à étudier les fourmis, à étudier des recettes qu'il prépare à la maison. Tous les jours, à partir du moment où il fait chaud, il arrose le terrain avec sa recette. Puis là, il pourra vous la donner. Là, moi, je la connais pas. Je trouve ça très drôle. Mais c'est tout beau, là. Ça, des belles affaires. Une petite huile de ci, une petite huile de ça, un peu de citron, un peu de vinaigre, un peu de... Et religieusement, il passe partout sur le terrain autour de la maison. C'est que ça, vous savez pas ça. Mais il est très sérieux dans son extermination du fourmi. C'est extraordinaire. Je fais rire de moi à la maison beaucoup J'étais avec ça. crampée Hein? quand elle s'est mise à raconter ça. Ah ouais. Des fois, ils prennent Une un verre à la obsession. maison puis ils me voient en train de spreader. Là. Puis là, ça prend un verre puis ils me regardent. Ils font tiens, regardez, puis ils se mettent à rire tout le monde. Mais oui, non, mais j'ai été envahi par des fourmis dans mon ancienne maison, puis des fourmis charpentières pendant 3 ans avant de m'en débarrasser dans la maison. Fait que je suis comme devenu un peu obsédé. Puis moi, j'étais un peu geek. Fait que quand quelque chose... Autant je les déteste, les fourmis, autant maintenant je les connais, puis je suis capable, pas de les apprécier, mais de les comprendre. Fait que je me suis renseigné sur tout. Puis là, j'ai mes répulsifs, j'ai mes traitements, j'ai mes affaires. C'est quoi ton truc? Parce que le hier, répulsif, on a reçu un hey, exterminateur juste pour parler de ça. Je sais, ben voyons OK. donc, Ben là, c'est ce qui est drôle. merveilleux, là, ce que je dois vous dire d'abord, c'est qu'en partant un matin, j'avais beaucoup de chars à faire, là, conduire ma fille à l'école, m'en venir ici. Mais je suis quand même allé dehors, parce qu'il y a un chaud et humide aujourd'hui. Je suis allé spreader avant de partir. Mais, écoute, moi, j'ai comme une espèce de bonbonne pour arroser. Ouais. Puis là-dedans, il y a évidemment, il y a de l'eau. Il y a un peu de savon à vaisselle, il y a du vinaigre, il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Puis là, tout ce qui est clou de girofle, basilic, tu peux rajouter ça aussi dans tes affaires. Tu peux même mettre de l'huile essentielle de cannelle à travers ça. Puis je mets une espèce de produit qui est à base de citron, à base d'écorce d'orange. Ça serait hyper efficace aussi. L'écorce d'orange, là, ça a un nom scientifique. Je me souviens plus c'est quoi, mais c'est hyper efficace. Quand on arrive à trouver ça, c'est extraordinaire. Sinon, tu peux mettre un produit qui peut servir pour des meubles, mais qui est un peu huileux, qui permet justement à ce que tu envoies de rester Que sur ça colle, le bois. s'il pleut, ben Ça reste un peu OK. plus, puis c'est à base de citron. Mais à base d'écorce d'orange, ça serait extraordinaire aussi. Tu mélanges tout ça, puis tu peux te mettre un petit
produit qui peut les tuer aussi à travers. Mais t'es pas obligé. Mais ça, c'était vraiment un répulsif. Puis je te jure que si tu mets ça sur tes grosses terrasses en bois, partout un peu autour de la maison, en général, surtout les plus grosses fourmis, ils n'aiment pas l'odeur et ils viennent pas te rendre visite. Fait qu'ils restent un peu plus loin. On dirait que c'est surréaliste le moment que je vis en ce moment. Quelque chose, hein, Je Monsieur suis devant Fourmi. Je suis un peu comme le dîner Jean-Nicolas de con. Véraud qui est dans ma télévision Oui. chaque soir puis qui me parle avec passion Un peu de triste. fourmis charpentes. Je suis un peu comme le dîner de con. Si on prend un verre, tu me parles, c'est fini. Ce n'est Je t'en pas... parle pendant 2 heures. Non, c'est vraiment... C'est tellement une belle heure. Merci beaucoup de ta grande générosité. merci à Au plaisir. toi. On va suivre tes projets Merci beaucoup, tes filles. au courant des prochaines années.